On démarre cet après-midi avec une table ronde. On poursuivra avec un temps d'échange avec Saïd Amouche qui reviendra, lui, sur finalement le programme qu'il a suivi il y a une dizaine d'années. Puis une table ronde où on croisera les regards de Georges-Paul Angevin qui travaille auprès du défenseur des droits, Mathias Dreyfus de la DILCRA, Fabrice Dume, qu'on a entendu ce matin, qui est sociologue et qui a suivi le projet de Villeurbanne, et Maëlle Nizan de la FAGE, qui parlera des étudiants et des associations étudiantes. Et puis j'espère qu'on pourra rester un peu si vous avez encore envie de vous parler, parce que je crois que ça fait partie des bons moments de ce genre de journée. Alors, troisième table ronde qui mêle donc les différents projets. Ceux-ci sont réunis sous le sous-thème « Agir avec les professionnels pour lutter contre les discriminations ». D'ailleurs, on va reparler de l'école, parce que parmi ces professionnels, il y a des enseignants. C'est aussi s'interroger sur voilà, ce qui peut être fait en pratique. Je crois que c'est une question qui s'est posée de manière très concrète ce matin, et peut-être qu'on aura des éléments de réponse. Peut-être qu'on aura aussi d'autres questions. Donc on commence, parce que je ne vais pas faire une introduction trop longue, avec le premier dispositif, discrimination vécue de jeunes des quartiers populaires de l'agglomération grenobloise. Sophie Ebermeyer, vous êtes chargée de mission égalité lutte contre les discriminations de la métropole Grenoble-Alpes. Enfin, ça s'appelle Grenoble-Alpes Métropole, exactement. Est-ce que vous voulez bien nous décrire ce projet? Oui, c'est un peu dur à prendre. Je l'aurais dit. Bonjour tout le monde. Oui, effectivement, je suis chargée de mission égalité lutte contre les discriminations et à la métropole de Grenoble. Et donc, j'ai coordonné un projet qui a rassemblé 4 collectivités locales, avec Nantes, ville et métropole, Villeurbanne et Aubervilliers, qui à la fin du projet nous a quittés, voilà, pour des raisons de changement d'axe. Et donc dans le projet, il y a également la régie de quartier Villeneuve Village Olympique, régie de quartier de Grenoble, et la ville de Saint-Martin-d'Air, le service jeunesse, qui sont ici présents aujourd'hui. Voilà, je voulais... Donc c'est un projet qui a visé à impliquer les professionnels. En quoi a consisté ce travail avec les professionnels? Alors, et quels professionnels, si vous voulez bien tout décrire, ceux qui travaillent donc auprès des jeunes? Donc le projet en fait est né du rapprochement entre 4 collectivités locales qui se connaissaient et qui avaient un mode d'agir assez proche, qui s'était constitué dans le cadre d'un réseau de professionnels d'élus à un moment donné qui s'appelle l'IRDSU et qui avait en lien avec l'État construit un référentiel d'action qui, pour faire un peu écho à la table ronde de ce matin, qui pose très clairement le fait que agir contre les discriminations, c'est de se tourner d'abord vers les auteurs de discrimination et donc vers les institutions. Et le deuxième axe de ce référentiel un petit peu qu'on partageait, c'est aussi que les discriminations ethno-raciales, quand on s'appuie sur des travaux de recherche, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de freins à la reconnaissance de ces discriminations. Et donc, ce qui nous a intéressé dans l'appel à projet de l'INJEP, c'était que l'appel à projet était très clair sur le fait de pouvoir évoquer, voire d'être centré sur les questions de discrimination liées à l'origine ou au territoire. Voilà, donc on s'est dit, effectivement, les jeunes ne sont pas forcément... nous, on a bâti des réseaux de lutte contre les discriminations qui consistent effectivement à rassembler des professionnels. Donc, selon les réseaux, la structure de ces groupes de professionnels varie, mais des professionnels qui vont être plutôt en mesure de repérer des discriminations. Parce qu'un des problèmes aussi de la question des discriminations, c'est qu'elles sont invisibles souvent aux yeux des personnes. Et quand on s'appuie sur des professionnels qui accompagnent
le public vers des droits, on peut aussi repérer des dysfonctionnements qui peuvent révéler des discriminations. Alors, ces professionnels, qui sont-ils? Est-ce que déjà, c'est pas des individus, c'est des groupes? C'est des structures. Des structures du type éducateur. Enfin, décrivez-les-nous. Alors, les structures, donc là encore, je vais surtout évoquer les régularités. Je ne peux pas entrer dans le détail des différences entre les territoires. Grosso modo, il y a une grosse base de professionnels en intermédiation, c'est-à-dire de missions locales, de centres sociaux, qui accompagnent les publics vers leurs droits, ou d'associations d'accès aux droits en matière de santé, voilà, prévention spécialisée aussi, voilà. Et puis certains réseaux associent également des associations de défense des droits de groupes minorisés, comme des associations sur les droits LGBT, sur les questions féministes, sur les questions de handicap, etc. etc. Voilà. On est à chaque fois entre 15 et 20 structures, en gros, dans 12 et 20 structures dans chacun des réseaux. Alors, je lis « Mobiliser les réseaux de vigilance pour renforcer la prise en compte des discriminations », c'est vraiment s'en rendre compte, renforcer le rôle des professionnels et lutter contre la coproduction et la banalisation de la discrimination liée à l'origine, et soutenir les jeunes comme acteurs en matière de lutte contre les discriminations. Donc, bon, là, ça ne s'oppose pas. C'est-à-dire quoi, soutenir les jeunes dans la lutte contre les discriminations? Alors, en fait, donc, dans les réseaux, effectivement, les réseaux se réunissent à peu près tous les 2 mois, enfin 1 mois et demi, 2 mois, sur la base d'outils. Ce sont des réseaux qui existent pour Villeurbanne depuis 2007 et les autres sont plus récents, mais ils ont développé un certain nombre d'outils et surtout ils partent de la formation. Ça a été dit aussi ce matin, c'est essentiel de former les professionnels pour qu'ils puissent repérer et déjà faire en sorte que la parole puisse se dire sur les discriminations et notamment sur celles qui sont les plus difficiles à dire. Et c'est là aussi, il y a un article, je crois, dans ASH récemment qui parle de ça, que on voit aussi que les discriminations liées, ethno-raciales sont plus difficiles à remonter et à être dites. Donc il y a déjà un gros travail de formation qui est fait dans les réseaux pour que la parole soit plus autorisée là-dessus. Et ensuite, les réseaux construisent des choses pour améliorer l'accès au droit, c'est-à-dire qu'on construit des relations avec des acteurs du droit au niveau local. Donc nous, on a une consultation juridique. À Villeurbanne, il y a une permanence juridique. À Nantes, c'est en train de se construire aussi. À Aubervilliers, il y avait... et c'est toujours aussi en lien avec le défenseur des droits, pour améliorer l'accès au droit, déjà, pour que les gens puissent avoir accès plus facilement à ces outils-là, qu'ils ne connaissent pas forcément. Voilà. Et donc c'est déjà un premier pas pour soutenir, les habitants. Nous, les réseaux s'adressent à tous les habitants, mais la question qu'on s'est posée, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour que les jeunes qui, dans nos réseaux, les fiches de signalement, d'enregistrement de discrimination remontent du point de vue des jeunes, parce qu'on a les missions locales dans les réseaux, mais elles ne remontent pas en proportion de toutes les discriminations qu'ils vivent. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça s'améliore ? Et donc, là-dessus, on s'est posé la question d'intégrer plus de professionnels jeunesse. Et là, on s'est heurté à un certain nombre de résistances qu'on trouve, qui sont spécifiques certainement au ce champ de la jeunesse, mais on s'est heurté à un certain nombre de résistances et en même temps, quand on a dépassé ces résistances, de construction de projets qui associe, selon les acteurs de terrain, des parents, des jeunes. Voilà, on a développé un certain nombre de projets. Vous auriez un exemple ? Oui, alors il y a la régie de quartier qui est ici, de Grenoble. On a la consultation juridique à Grenoble sur les discriminations. On s'est dit qu'il faut la placer dans une association où les gens seront bien accueillis. Et donc, la médiatrice de la régie, qui est formée sur les questions, a fait un premier accueil en permanence.
Et ensuite, donc, il y a la consultation juridique. Et autour de ça, c'est une association qui a développé, qui a intégré la lutte contre les discriminations dans son projet associatif. Donc, elle rend visible cette question. Donc, les gens, ils savent que quand ils s'adressent à cette association, c'est un sujet où on ne va pas leur dire « mais non, tu te victimises ». Voilà. Donc, c'est un endroit où ils peuvent poser cette parole. Et après, s'ils souhaitent rencontrer un avocat, les avocats, il faut les former aussi, en fait, hein, sur ces sujets. Certains le sont, mais du coup, ils vont former des avocats qui ne le sont pas. Et de permettre, donc, à la fois de développer un projet qui rend visible cette question dans l'association et d'y associer une consultation juridique, c'est aussi propre à... propice en tout cas à faire connaître aussi le droit aux personnes qui viennent évoquer leur situation de discrimination. Et je retiens le terme de banalisation. Il faut débanaliser la discrimination. En tout cas, c'est voilà, dans la philosophie de ce projet, donc, qui a été évalué en tant que dispositif. Donc, on passe à la partie évaluation. François Catolino, une évaluation itinérée. Déjà, vous pouvez nous dire ce que ça veut dire. Pour ceux qui ne le savent pas, je pense que le terme est familier voilà, aux sociologues et aux économistes, mais si vous voulez bien préciser, et puis nous raconter vos conclusions. Ok. Une évaluation, bonjour déjà à toutes et à tous. Une évaluation itinérée, c'est une évaluation en continu, c'est-à-dire qu'on peut être là en tant qu'évaluateur dès le début de l'évaluation. En général, quand on fait de l'évaluation de politique publique, l'évaluateur arrive un petit peu à la fin et doit essayer de reconstruire ce qui s'est passé, comprendre ce qui s'est passé, mais sans avoir pu être là. Et là, notamment avec ce que permet de faire le FEJ, on peut, en tant qu'évaluateur, être là dès le début et voir quelles actions sont mises en place, comment elles sont mises en place, quelles difficultés peuvent être rencontrées aussi, comment elles peuvent être dépassées. Et du coup, ne pas simplement arriver à la fin, mais pouvoir comprendre l'expérimentation en train de se faire. Donc c'est une plus-value, parce que les projets expérimentaux sont rarement des projets standards. C'est des projets qui sont basés sur des hypothèses, en fait, qu'il faut tester, qu'il faut faire évoluer. Et de ce point de vue, l'évaluation peut comprendre un peu tout ça. Alors, j'ai relevé une phrase... Attendez, parce que... Ma page... J'y arrive plus. Très intéressante. Dans la description des résultats de l'affiche qu'on m'a très gentiment transmise. Encore merci Antoine. Il y a deux axes différents concernant l'approche du droit. Le choix d'une approche plutôt technique et individualisante, ou l'inverse, celui d'une approche plutôt politique et collective du droit. Je trouve ça extrêmement intéressant, mais je pense que ça vaut le coup d'être explicité pour le public ici. Qu'est-ce que ça signifie si vous voulez bien voilà, expliquer un peu plus, et puis qu'est-ce que ça implique dans l'action? Alors, sur ce que ça signifie, peut-être que Sophie pourra en parler de manière plus incarnée, je pense. Comme vous voulez, vous partagez la parole. Mais peut-être juste pour situer d'où ça vient, en fait, ces questions-là. Ouais. C'est dans le cadre donc, de l'expérimentation, il y a dans l'axe 1 du projet qui était donc l'analyse et l'évolution des réseaux de veille et de vigilance. Il y a un travail qui a été fait, un travail d'études et de recherche qui a été mené par Thomas Kirsbaum, qui est ici présent, qui est un travail de sociologie à vocation opérationnelle, c'est-à-dire qu'il s'agissait de cartographier un petit peu la manière dont les réseaux de veille fonctionnent dans les différents territoires d'expérimentation, à Grenoble, à Nantes, à Aubervilliers et à Villeurbanne, et de positionner en fait chacun de ces réseaux par rapport à ça, et donc en choisissant évidemment des critères pour voir comment est-ce qu'on positionne les réseaux de veille en fonction de ce qui s'adresse de manière plus ou moins directe aux jeunes, etc. etc. Donc c'est de là que ça vient, et c'est intéressant parce que ça permet de modéliser un petit peu la manière dont les réseaux de veille existent. C'est quelque chose qui, je ne sais pas si tu dirais que c'est en voie de disparition ou pas, les réseaux de veille, ou si c'est quelque chose qui en tout cas se développe pas forcément beaucoup à l'échelle nationale, en tout cas à l'échelle communale, mais dans le pays. Mais en tout cas, c'est une contribution, du coup, sur le plan de l'évaluation, ce travail-là, c'est une contribution importante, et ce référentiel, il est utile peut-être pour questionner les politiques publiques sur les questions de lutte contre la discrimination. Je veux bien rajouter. Oui, en fait, si vous voulez, le fait que les réseaux... déjà, effectivement, il y a 3 axes dans le projet. C'est-à-dire que le premier axe, il fallait quand même qu'au niveau des réseaux, qu'on se compare, qu'on essaye de comprendre, parce qu'il n'y a plus d'évaluation des plans de lutte contre les discriminations. Enfin, on ne sait pas exactement ce qui se passe sur les territoires. Donc, c'était important qu'on essaye de comprendre réciproquement, en fait, aussi, comment était structuré. On savait qu'on partait du même référentiel, mais comment on avait structuré l'action.
Et donc, le deuxième axe, c'était, on savait très bien que les professionnels étaient un clé dans un dispositif de lutte contre les discriminations. Donc, c'était de développer des formations à action avec les professionnels et essayer de le faire aussi avec des professionnels jeunesse, enfin, d'intégrer ces professionnels dans les réseaux. Et le troisième axe, c'était de faire des enquêtes auprès des jeunes qui nous ont aussi appris pas mal de choses, voilà. Mais j'y reviendrai. Mais du coup, sur l'approche qu'on a, c'est vrai qu'on part de situations individuelles, donc une approche qui peut être individuelle et technique du droit. Mais l'objectif, la finalité peut-être au départ n'était pas forcément évidente, mais petit à petit, justement, le projet, je pense, a permis d'orienter vers une même finalité, c'est-à-dire qu'on est bien conscient qu'il faut aller vers une approche plus collective, s'attaquer aux discriminations systémiques, et nos réseaux, ils s'appuient quand même d'abord sur l'engagement des structures en tant que structures. Elles-mêmes, elles doivent lutter contre les discriminations. Donc tous les membres du réseau, à Grenoble, il y a par exemple les villes, 4 villes, etc., doivent s'engager à avoir un plan de lutte contre les discriminations, à lutter contre les discriminations. Et donc c'est une manière aussi d'aller vers les institutions pour nos réseaux s'appuient sur des chartes où il faut qu'elles s'engagent pour que les institutions s'y mettent. Alors après, nos réseaux, ils ne représentent pas tout le territoire, mais en même temps, ils ont plutôt tendance quand même à s'étendre. Et moi, j'ai constaté par un échange récent au niveau d'une réunion de l'IRDSU, je vois apparaître d'autres réseaux de veille aussi, parce que la forme de réseau dans une action finalement qui est basée sur un certain volontariat, c'est une forme qui marche plutôt. Et j'ai vu émerger des réflexions sur des territoires à Marseille où on commence à se poser ces questions-là sous cette forme-là, et avec aussi la question du droit qui est au cœur de nos réseaux. Voilà. Une question individuelle et évidemment systémique. Quels ont été, François, les grands enseignements de cette évaluation, par exemple, sur une approche qui peut être celle de l'État, plutôt, en termes de financement aussi, c'est ce que je dis, c'est un rôle moteur de l'État qui pourrait être attendu. Oui, ça, c'est une recommandation. Oui, c'est une recommandation. Parce que à ce jour, je crois qu'on peut dire qu'il n'y a pas forcément de politique publique nationale qui existe sur le sujet. Oui, c'est plus une recommandation. Et du coup, c'était plus appelé de ses voeux une telle politique publique, faisant le constat que grâce à l'évaluation, aux différentes évaluations qui a eu lieu, on voit en fait qu'il y a plein d'initiatives qui existent sur la lutte contre les discriminations, qui sont beaucoup portées au niveau local. Que ce qui peut être porté et fait au niveau local, c'est souvent très riche en matière d'idées, d'expérimentation, de choses nouvelles. Et tout l'enjeu, c'est comment on fait passer ça à une échelle supérieure. Donc c'est un petit peu ça l'idée de cette préconisation, c'est de dire si on veut avoir une action plus massive, plus importante, et aussi qui, pour rejoindre ce que disait Sophie, qui permet d'autoriser la parole sur la discrimination, c'est aussi intéressant qu'au niveau national, les politiques publiques s'en saisissent et disent oui, c'est un sujet qui est légitime, autorisé, etc. Ce n'est pas le cas partout. Il y a plein d'acteurs qui ont des difficultés encore aujourd'hui à parler de discrimination, à les reconnaître, qui mettent à distance le sujet. Pas que des acteurs forcément institutionnels, hein. Il y a aussi des professionnels, il y a aussi des jeunes, et c'est aussi un des résultats qu'on a vu dans notre évaluation. C'est que pour certains jeunes, il y a une volonté de mettre à distance, pas de rejeter complètement, mais de mettre à distance le terme de discrimination parce qu'on est en France et que l'outil principal de travail sur la discrimination, c'est le droit. Du coup, quand on est victime de discrimination, on est victime, tout court, et on n'a pas envie de se définir comme une victime quand on est jeune, forcément. Donc du coup, il y a aussi une mise à distance, parfois, souvent, de ce qu'on a pu voir, de ce terme-là, qui fait qu'il y a pu avoir des difficultés parfois à dialoguer entre les institutions, les professionnels et les jeunes autour du terme de discrimination. Donc il y a encore des enjeux qui sont forts sur ça. Je vais bien rajouter une petite... avec plaisir. Ouais. C'est intéressant cette question. Donc, effectivement, on a voulu faire des enquêtes avec les jeunes. Il y en a eu 3 différentes. Une enquête un peu scientifique avec le laboratoire PACT qui a eu un focus important sur les questions de police, de rapport à la police, enfin aux institutions nationales, voilà. Une enquête menée par la Régie de quartier où un groupe de mamans avait constitué le questionnaire, toujours vraiment basé sur les jeunes de quartiers populaires et appartenant, descendants de l'immigration, voilà. Et puis une enquête
conduite avec une autre association qui a toujours été en frontière du projet, qui s'est jamais vraiment impliquée qui s'impliquait sans s'impliquer et qui était assez réticente dès le départ dans son approche du droit et qui était impliquée dans un autre projet qui s'appelle Émergence à la ville de Grenoble et qui est un projet que je qualifierais plutôt de projet de promotion des jeunes, de communication, où moi j'ai assisté à plusieurs éléments de ce projet et je n'ai jamais vu la question des discriminations. En fait, je me suis même demandé si c'était pas un projet qui cherchait plutôt à dénier la question, quoi, parce que voilà, c'était jamais évoqué, alors qu'on se demandait, c'est pas possible, les jeunes qui font partie du projet, ils ont vécu ces choses-là. Donc, et du coup, cette association est restée un peu à cheval comme ça, et c'est cette association-là qui a justement dit oui, mais les jeunes, ils veulent pas parler certains veulent pas parler de discrimination. Et quand on s'est adressé à certains professionnels de jeunesse aussi, certains étaient un peu réticents, on a mis du temps à faire les formations auprès de certains professionnels de jeunesse qu'on a intégrés dans le réseau, eh bien on entendait ce discours-là aussi. Et en fait, on a essayé, les formations Action ont permis de déconstruire, enfin de comprendre un peu ce qui se jouait, c'est-à-dire que les professionnels, ils exprimaient une crainte déjà que ça enfonce un peu plus les jeunes parce qu'ils n'ont pas vécu l'expérience que, en fait, de parler de ces questions avec les jeunes, au contraire, ça permet pour les jeunes de voir qu'ils ne sont pas tout seuls et que ce n'est pas toujours de leur faute. Voilà. Ça permet pour les professionnels de partager aussi des grosses difficultés auxquelles ils font face parce qu'ils voient bien d'où viennent les discriminations quand même. Et donc, on a constaté les mêmes réticences en fait et à essayer de prendre la question sous l'angle du droit, c'est-à-dire de réaffirmer que c'est quelque chose qui est interdit. Et que c'est quelque chose qui est produit dans le cadre de rapports sociaux qui structurent la société, qui sont des rapports de domination. Donc voilà, c'est des choses qui sont encore beaucoup, je pense, déniées par des acteurs professionnels dans le champ de la jeunesse, parce qu'aussi, comme dans le champ de l'insertion, souvent on leur demande de faire porter le regard sur les jeunes, et pas tellement sur ce qui produit la situation dans laquelle ils sont, quoi. C'est des actions qui ont tendance à être souvent assez individualisées, et c'est pour ça que c'est difficile de faire renverser le regard. Il faut qu'on passe au projet suivant. Je vous laisse dire un mot, mais oui, vraiment. Parce que c'est vraiment essentiel dans l'expérimentation et l'évaluation, c'est qu'on se rend compte en fait que le terme discrimination, il est, malgré tous les travaux scientifiques qui objectivent l'étendue des discriminations, leur nature, etc., il n'est pas encore partagé, il n'est pas encore autorisé partout. Pour différentes raisons, plein d'acteurs ont des difficultés à s'en saisir. Ils le mettent à distance, les jeunes, on l'a vu, les professionnels aussi, les élus aussi. Parfois, dans notre travail, on a vu des élus qui disaient « Oui, mais finalement, est-ce que c'est vraiment des discriminations? Est-ce que c'est pas plutôt des problèmes d'accès, de réseau à l'emploi, etc. » Donc il y a une difficulté vraiment à se saisir pour différentes raisons de ce sujet-là, en tout cas de cette dénomination-là, et c'est un vrai sujet pour l'action publique. Mais à part les jeunes d'associations, je voudrais quand même dire, c'est important, les jeunes, ils n'ont pas de problème à parler de la question des discriminations, parce que dans l'enquête de Pacte et de la Régie de quartier, 70% des jeunes disent avoir vécu des situations de discrimination, 1 sur 2 dans des rapports à la police, et pareil 1 sur 2 aussi dans les rapports à l'école, ou même 2 sur 3. Bref, là, quand on ouvre la question là-dessus, il n'y a aucun problème pour parler de... C'est vraiment... et il y a un professionnel qui l'a dit dans le projet à un moment donné, les professionnels font filtre par rapport aux jeunes sur le sujet des discriminations. Et je trouve que ça résume très très bien la posture de certains professionnels qui sont pas d'ailleurs, c'est pas que la jeunesse, c'est parce que les formations sur les discriminations ne sont pas du tout généralisées. Enfin, je veux dire, dans les formations initiales, on parle jamais de ça. Enfin, comment voulez-vous que les gens sachent vraiment comment s'y prendre avec ce sujet quand c'est pas porté ni au niveau national, quand c'est pas dans les formations initiales. Enfin, voilà. La table ronde de tout à l'heure va beaucoup vous intéresser parce que si, justement, enfin, il semble que
ça soit porté un peu au niveau national. En tout cas, le mot discrimination, il est apparu dans un plan là qui est tout nouveau et qui est voilà, porté par la DILCRA. Et donc, on va tout à fait en parler. Et puis, vous pourrez peut-être reposer des questions. Et on attend peut-être celle du public pour tout à l'heure. On passe au projet talent technique d'accompagnement vers l'entreprise. Saïda Jalou, vous êtes conseillère mission locale jeune du bassin chambérien. Donc, on n'est pas très loin de Grenoble. Enfin, pas trop loin. Pas super près non plus, mais bon. L'idée, c'est de décrire un projet donc, qui est tourné vers l'emploi. Ok, bah écoutez, bonjour à tous. Saïda Jalou, donc je corrige un petit peu, je suis un petit peu chargée de projet, ça me fait plaisir de le dire. Donc Saïda Jalou, chargée de projet à la mission locale du bassin chambérien. J'ai porté le projet Fonds d'expérimentation pour la jeunesse pendant 3 années. Donc, pour vous donner quelques chiffres, il y a eu 180 jeunes qui ont bénéficié de ce dispositif, une 50aine d'actions collectives de recrutement en direction des entreprises. L'objectif étant pour nous, effectivement, de vraiment favoriser la rencontre entreprise, de créer des connexions humaines. Et pour ce faire, nous avons donc organisé des actions collectives, actions collectives de recrutement au sein même de notre mission locale et également dans des endroits atypiques. Donc ça, c'est toute la partie travail avec l'entreprise. Et il y a aussi un travail de méthodologie en direction du jeune, le jeune qui doit être prêt à cette rencontre et doit être également coaché. Donc nous avons fait le parti pris du côté des entreprises et du côté des jeunes de ne pas évoquer la discrimination. Voilà. Alors, chargé de mission, je vais compris. Donc il y a une approche qui est à la fois de projet, à la fois une approche qui est individuelle et collective. À la fois individuelle et collective. Donc, pour vous expliquer en 2 mots donc, la méthode, c'est sur l'intervention du côté des entreprises. On a donc créé des outils permettant justement de faire sauter tous les verrous de recrutement. Tout ce qui est CV, lettre de motivation, on est vraiment basé sur du recruter autrement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de vendre la compétence à l'entreprise. Alors, j'aurais d'autres questions à vous poser, mais du côté de l'évaluation, Yannick Lorty, professeur d'économie, vous me dites hein, si j'ai un truc pas correct sur ma fiche. Université Gustave Eiffel, Fédération, TEPP, CNRS. Donc, comment vous avez évalué ce projet qui a couru sur 3 ans? Oui, effectivement, je dois dire tout à fait en amont que j'ai une position un peu particulière par rapport à l'ensemble des autres intervenants. C'est que, enfin, je ne suis pas le seul dans cette position d'ailleurs, mais moi je suis universitaire, chercheur, et une partie de mes objets de recherche portent sur les discriminations. Donc je fais de la recherche sur les discriminations. Ça veut dire que j'essaye de... Alors je suis par ailleurs économiste, et donc en économie... il y a une discipline qui est particulière, qui est, bon, comme toutes les autres disciplines, on a une discipline, et dans cette discipline, elle nous dit notamment qu'on doit produire on produit des articles de recherche destinés à des publications nationales ou internationales, et donc c'est un peu mon objectif, hein, et celui de l'ensemble des collègues avec qui on travaille, c'est de contribuer donc à la production de connaissances de portée scientifique sur les discriminations, et donc on se pose... c'est un domaine dans lequel il y a une littérature internationale qui est extrêmement, disons, en développement, qui est dans un développement qu'on peut qualifier même d'exponentiel. Depuis maintenant une 20aine d'années, le nombre de publications sur les discriminations dans des revues de très très bonne tenue, des revues très sélectives, disons, a fortement augmenté. Et nous, on essaye de contribuer à ce flux de production. Vous parlez de publications dans le secteur de l'économie? Oui, non, en fait... les universitaires Non, moi je suis économiste et statisticien, donc je suis dans le champ des discriminations. On fait des travaux très pluridisciplinaires avec d'autres disciplines. Nos contributions portent sur 3 domaines. Hein. C'est la mesure des discriminations. Qu'est-ce que c'est qu'une discrimination et surtout comment est-ce qu'on fait pour
mesurer l'ampleur du problème, objectiver l'ampleur du problème. On est aussi très intéressé par des questions d'explication des mécanismes producteurs, de mise en évidence des mécanismes producteurs des discriminations. Et puis il y a un troisième domaine qui nous intéresse, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est l'évaluation d'actions de lutte contre les discriminations. Et en fait, si on regarde la littérature en France sur les 20 dernières années, où il y a énormément de travaux qui ont porté sur la mesure, il y en a finalement assez peu qui ont porté sur l'interprétation, et il n'y en a quasiment aucun qui ont porté sur l'évaluation des actions de lutte contre les discriminations. Et donc il me semble que c'est un domaine c'est à la fois très important pour tous les acteurs que nous sommes, pour l'action publique, hein, mais il y a aussi un enjeu de connaissance, un enjeu qui dépasse largement, pour le coup, cette réunion, et qui est un enjeu international, en fait. Comment est-ce qu'on fait pour avancer à la frontière des connaissances en matière de lutte contre les discriminations? Et c'est vrai qu'il y a un problème d'objectivation, hein, dans le champ des discriminations. C'est vrai qu'il y a du déni, et je pense qu'il y a aussi du déni parce qu'il n'y a pas encore suffisamment de mesures objectives des phénomènes. Alors, je conjugue dans cette évaluation vraiment le verbe expérimenter de plein de façons différentes, parce qu'effectivement, on évalue une expérimentation, mais on le fait avec une démarche qui elle-même on peut qualifier d'expérimentation, cette fois-ci au sens scientifique du terme. Nous, on mène des expérimentations scientifiques pour évaluer des expérimentations sociales. Et ces expérimentations scientifiques, ça consiste d'abord à déployer, disons, les méthodologies d'évaluation des politiques publiques qu'on peut qualifier aussi d'expérimentales, dans lesquelles on va comparer deux groupes. Un groupe de personnes qui a accès à une ressource, qui va être en fait les bénéficiaires de la politique publique, et puis des personnes qui n'ont pas accès à cette ressource. Et on va, le plus souvent, avec des systèmes d'enquête répétés, on va essayer de voir s'il y a d'abord de vérifier que les deux groupes n'ont pas de différence sur les variables qui nous intéressent avant le déploiement de la politique publique, et après, si on voit apparaître des différences, on pourra les attribuer à l'impact causal de la politique publique. Et c'est ça qui nous intéresse. Donc on va évaluer ce dispositif avec cette démarche d'approche expérimentale des politiques publiques, et on va remettre de l'expérimentation en plus, parce que notre mesure des discriminations, elle est elle-même expérimentale. Pour mesurer les discriminations, on utilise ce qu'on appelle le test par correspondance. On peut parler aussi de testing à portée scientifique. L'idée, c'est de fabriquer des fausses candidatures qui sont semblables en tout point. Enfin, tout le monde connaît le principe, hein, sauf sur la base d'une caractéristique qui distingue les candidatures, et cette caractéristique correspond aux critères prohibés par le cadre légal. Et on va voir donc si nos candidats reçoivent une réponse différente de la part d'un recruteur. Ici, on est sur le marché du travail, hein, et on veut mesurer les discriminations à l'embauche. Et donc, on va tester des recruteurs en leur envoyant des faux profils de candidats. Et là, l'originalité du protocole qu'on a mis au point pour évaluer le couple de dispositifs qui sont tous les deux des dispositifs de formation. Enfin, en tout cas, on va évaluer la partie dispositif de formation à destination des recruteurs. Le protocole va consister à réaliser des tests avant la mise en œuvre du dispositif, et puis ensuite à réaliser des tests après la mise en œuvre du dispositif, de façon d'abord à vérifier que le groupe test et le groupe témoin en amont ont les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire qui discriminent autant, disons, avant. Et puis après, on va essayer de voir si effectivement il y a des différences dans l'exposition aux discriminations, si le groupe qui a bénéficié, en l'occurrence de la formation, voit son comportement être modifié sous l'effet de la formation, et donc de fait s'il y a une exposition aux discriminations qui est moindre à l'issue de la formation. Ce que je veux dire, c'est très important de décrire ce protocole, enfin de dire comment fait-on pour mesurer des discriminations et comment fait-on pour évaluer un dispositif dès lors qu'on veut produire disons qu'on ait une qualité de preuve vraiment forte, et on veut quantifier les problèmes. Donc moi, mon entrée, c'est effectivement d'essayer de produire de la connaissance en quantifiant les problèmes, et donc en mesurant l'impact d'un dispositif, d'une action sur les comportements des discriminants potentiels. Et quelle était la réponse? Parce que ce qui m'intéresse, c'est savoir
comment ça a fonctionné? Oui, alors, donc ça a fonctionné, c'est-à-dire que nous sommes complètement rassurés sur notre capacité à évaluer des dispositifs, y compris des dispositifs relativement locaux. Hein. D'un côté, on a l'action de la mission locale de Chambéry, donc ça a été dit auprès d'un peu plus de... On va parler d'autres dispositifs, mais... Voilà. Et donc on est en capacité effectivement de réaliser ces évaluations. Non, mais on peut réaliser des évaluations, mais est-ce que le testing, ça marche? Le testing, c'est même, je pense, on pourrait en parler de façon un peu approfondie. Je pense qu'il y a d'abord, les discriminations posent un problème d'objectivation, donc il faut un appareillage de mesures particulier pour pouvoir les observer. Il y a des enquêtes de victimation, par exemple. Il y a l'exploitation des cellules d'écoute et des remontées d'alerte auprès du défenseur des droits. C'est aussi une autre source pour objectiver les discriminations. Et il y a le testing, donc, qui est la seule méthode qui cible les discriminants et non pas les discriminés. Et on a de bonnes raisons de penser que les discriminés sont sans doute, donc les victimes de discrimination sont dans une très mauvaise position pour être de bons témoins. Il y a beaucoup de discriminations qui échappent même à la conscience, ça a été abordé ce matin, à la conscience même des discriminés. Et donc c'est vraiment très complémentaire, intéressant d'avoir comme source d'observation les discriminants potentiels eux-mêmes en les soumettant à une opération piège qu'on appelle le testing, hein, et qui permet véritablement de mesurer une capacité à déployer des différences de traitement en l'occurrence ici par les recruteurs eux-mêmes. Et dans la littérature internationale, hein, si on observe ce qui est fait aujourd'hui, ben, l'essentiel des travaux mobilise des méthodes de testing. La méthode de testing est devenue, disons, la méthode de référence en matière de mesure, d'évaluation des discriminations. On va passer à Nathalie Robert. Ça va, vous n'êtes pas trop surprise? C'est aussi un dispositif que vous avez évalué, Yannick Lorty. Nathalie Robert, vous êtes référente lutte contre les discriminations à l'Association régionale des missions locales de Provence-Alpes-Côte d'Azur. On dit toujours Provence-Alpes-Côte d'Azur? Ça dépend d'où on parle. D'accord. On dit Sud-PACA. On disait Sud ou un truc comme ça. Bon. Et donc, le nom du projet, c'est un engagement national des missions locales pour lutter de façon systémique, on retrouve le mot, contre les discriminations. Vous nous en dites un mot? Ok. Alors rapidement, peut-être, je suis effectivement référente régionale de lutte contre les discriminations pour la région PACA et j'interviens maintenant au niveau national pour le compte d'une mission déléguée de l'UNML qui sont ici présents. Donc c'est important de le signaler puisque tout à l'heure on parlait comment en interne d'un réseau on peut faire avancer les choses et sur cette question de la légitimité quand on développe ensuite des actions. Alors tout ça a démarré à La Ciotat il y a une vingtaine d'années. Je ne savais pas qu'il y a 20 ans après, on serait encore à parler du socle et des fondements de la lutte contre les discriminations. Et ce qui est important, c'est de voir comment pour nous, mission locale, le lien entre la recherche, on en parlait, les recherches-actions et les expérimentations ont eu des temps bien distincts en termes de méthode. Donc on se resitue dans les années 2000, il y a les Equal, pour les plus anciens ça va parler, pour les plus jeunes je ne pense pas, financement européen où on commence à parler des questions de lutte contre les discriminations. Et pour nous, le véritable enjeu, c'est déjà de comprendre ce que c'est. Est-ce que quand on parle insertion sociale et professionnelle, on parle lutte contre les discriminations du point de vue des missions locales. Et on a la chance, et je le dis, de rencontrer à l'époque Olivier Noël, qui est sociologue, qui est enseignant à l'Université de Montpellier, responsable de l'ISCRA, et qui termine des travaux sur la question de la coproduction des professionnels des missions locales sur la question de la lutte contre des discriminations des jeunes. Et nous, on se dit, ah, mais le problème, c'est pas que les entreprises, c'est pas uniquement les entreprises qui font pas bien ce qu'ils doivent faire, c'est comment nous, professionnels, chacun dans nos réseaux, on se réinterroge et on met à plat tout simplement notre pratique professionnelle. J'en parle parce que si à ce moment-là on n'avait peut-être pas fait cette rencontre, aujourd'hui on ne serait peut-être pas sur une action nationale d'essaimage de lutte contre les discriminations. Donc quand on dit la recherche, passage sur la recherche-action, c'est qu'on a tâtonné, on a essayé de mettre en place des actions.
Par exemple, à La Ciotat, on avait mis en place des permanences d'information juridique en droit du travail. Est et Tandberg, ce matin on parlait de Vitrolles, avait davantage mis en place des ateliers avec les jeunes. Mission locale de salon, eux, ils étaient plus sur le volet entreprise. Et les travaux d'Olivier Noël, ils disent quoi? Ils disent très rapidement, je ne vais pas le résumer, excusez-moi, mais l'approche systémique de la lutte contre les discriminations du point de vue des missions locales, c'est de pouvoir travailler simultanément à la fois sur la posture des professionnels des missions locales, c'est-à-dire que quand je dis je ne vais pas envoyer ce jeune sur une offre d'emploi parce que je l'envoie au casse-pipe, je discrimine, c'est de travailler aussi avec les jeunes. Quand un jeune dit moi je ne vais pas aller sur telle offre parce que je sais qu'ils ne prennent pas de femmes ou pas de jeunes origine d'un quartier, ou ils discriminent. Et quand une entreprise dit c'est pas moi, c'est mon chef d'entreprise, il discrimine aussi. Donc le véritable enjeu pour nous, et dans le cadre du FEJ, ça a été en fait de pouvoir déployer au niveau national ce qu'on faisait depuis quelques années en PACA. Alors je vous parlais de 2000, c'est vrai qu'on a eu la chance, donc on était 3-4 missions locales. À l'époque, le directeur du FACILD nous a dit, et je le redis souvent parce que s'il nous entend, il serait content, vous êtes 2-3 premiers de la classe, est-ce que vous êtes capable d'embarquer l'ensemble du réseau des missions locales? L'ensemble du réseau des missions locales de PACA, c'est-à-dire les 28 missions locales. Donc aujourd'hui, dans le cadre du FEJ, on n'a ni plus ni moins exporté ce qu'on faisait en PACA, en enlevant le volet permanence d'information juridique, puisque c'était trop compliqué à mettre en œuvre au niveau national. Donc on a déployé au niveau de l'ensemble des missions locales qui le souhaitaient, via les associations régionales des missions locales, très fortement aussi soutenues par l'Union nationale des missions locales. Donc on parlait de légitimité d'un réseau pour en interne mettre en place des pratiques. J'insiste pour d'autres réseaux, c'est important. On a mis en place en fait 3 niveaux d'action. Dans le cadre du cofinancement du FEJ, on a mis en place via nos PRF, programmes régionaux de formation, des formations à destination des salariés, des missions locales, donc financement OPCO, uniformation. Au départ, on était parti sur 4 modules, c'était un peu compliqué à expliquer, donc on a réduit sur 2 modules, ça aussi c'est l'enseignement du FEJ. Donc on a aujourd'hui 2 modules socles, un avec Olivier Noël de l'ISCRA sur comprendre les fondamentaux de la lutte contre les discriminations. Ça, ce sont pour les salariés des missions locales, et un module avec l'ex-Egalis, accompagner les entreprises à objectiver les critères de recrutement. Le passage par la formation pour nous est primordial. L'implication des directions des missions locales est aussi primordiale pour pouvoir réussir et avoir cet effet levier. Le choix a été fait de proposer à l'ensemble des missions locales dans l'ordre qui le souhaitait. Certaines missions locales ont démarré sur des actions, par exemple d'essaimage d'ateliers participatifs, d'autres sur des actions en direction des entreprises, d'autres sur la formation. Aujourd'hui, avec le recul, on pense que c'est nécessaire de démarrer plutôt sur des questions de formation des professionnels avant de démarrer les actions, même si par commodité et par calendrier, on pouvait travailler simultanément. Ensuite, la force du FEJ a été, de ce qu'on proposait dans le cadre du FEJ, d'internaliser des compétences d'animateurs d'ateliers participatifs de lutte contre les discriminations pour les jeunes. C'est-à-dire pour nous, ce qui est le plus important par rapport à la violence que c'est que d'être discriminé, et dans les missions locales, on utilise, en tous les cas dans notre action, le terme lutte et prévention contre les discriminations, parce qu'on a un nombre très important dans les missions locales de jeunes qui sont victimes de discrimination. Et quand ils arrivent en mission locale, c'est important de pouvoir nommer les choses et de pouvoir nommer avec eux ce qui s'est passé. Parce qu'une violence, lorsque vous êtes discriminé, ce n'est pas la même chose qu'une insertion sociale et professionnelle. Vous n'avez pas la qualification, on va vous former, vous allez avoir la qualification. Non, vous avez la qualification et vous n'êtes pas pris sur le job. Et vous vous interrogez pourquoi, et vous vous interrogez de ce qui ne va pas dans votre CV ou dans votre parcours. Donc là, c'était vraiment important de créer aussi en interne des missions locales, des lieux, des ateliers participatifs de lutte contre les discriminations, où à partir du photolangage, alors ce matin on parlait du Monopoly, nous c'est le photolangage, mais peu importe, il faut nommer et parler des choses. On accompagne en fait les conseillers des missions locales. Qu'est-ce que le photolangage ? Photolangage. Vous avez des photos, vous choisissez la photo. C'est bien de le dire parce que je sais pas. Alors, photolangage, on a créé nos propres photolangages, on a aussi beaucoup utilisé ceux d'Olivier Noël de l'ISCRA, mais bon, ou d'autres, peu importe, on sort une 25 photos, et du coup, chaque jeune, on pose une question, est-ce que vous avez été victime de discrimination ou est-ce que vous avez été témoin de discrimination ? Et après, on y va.
Par contre, c'est important, je rejoins aussi ce matin, d'avoir des professionnels formés pour animer ces ateliers. Si les professionnels ne sont pas formés, les effets peuvent être oui, vous vouliez poser une question. Contre-productif. Non, mais je vous laisse finir parce que j'ai une question après. Voilà, je donc regarde, là, pour nous, je vous écoute. Pour nous, à ce stade-là, le plus important, c'était de dire qu'il y ait ou pas demain un financement. Il faut internaliser des compétences dans le réseau des missions locales pour qu'on soit autonome. Il faut monter en compétence sur cette thématique, les conseillers des missions locales, pour que, quelle que soit la mission locale, quelle que soit la région, si un jeune arrive et est victime de discrimination ou pas, d'ailleurs, il puisse pouvoir en parler dans sa mission locale. Internaliser des compétences au-delà des financements. Donc, les enseignements aussi, c'était de dire que cette prévention et cette lutte, ça fait partie de nos missions socles. Ce n'est pas une action spécifique, comme on pourrait avoir des actions spécifiques. Ça doit faire partie aussi du cœur de métier et du référentiel. Donc ça, c'était sur le volet animation des ateliers. Donc il y a eu beaucoup d'ateliers animés dans le cadre de la garantie jeune. Maintenant, c'est dans le cadre du CEJ, contrat d'engagement jeune. Et souvent, ce sont les ateliers qui sont plébiscités par les jeunes. Lorsqu'on leur demande dans tous les ateliers que vous avez faits, quels sont ceux qui vous ont le plus intéressé, en général, ils parlent des ateliers de lutte contre les discriminations parce que ça touche tout simplement leur quotidien et leur vécu. Et le troisième niveau, je suis désolée, je vais essayer d'aller plus vite, c'est ça? Comme vous voulez, voilà, mais ouais. C'est sur le volet entreprise. Donc, dans le cadre du FEJ, nous avions un module en direction des entreprises qu'on avait mis en place depuis une dizaine d'années en PACA, objectiver les critères de recrutement qui visaient à accompagner les entreprises à mettre à plat leur processus de recrutement dans une logique non culpabilisante. Vous faites comment, vous faites quoi, etc. pour les amener. Et là aussi, on nomme lutte contre les discriminations, ce que c'est, quoi, pénal, 75 000 € d'amende, 3 ans d'après. On va jusque-là. Franchement, ce n'est pas un mot tabou avec les entreprises qu'on a rencontrées. Il faut pouvoir... Alors, ça dépend de la taille, ça dépend le lieu, ça dépend... Mais en général, les entreprises partenaires des missions locales sont quand même assez sensibilisées, en tous les cas, sur les questions d'insertion sociale et professionnelle. C'est intéressant aussi quand des entreprises témoignent aussi elles-mêmes de leur propre discrimination. J'ai en tête une femme qui disait... Moi, vous me parlez de la discrimination des jeunes, j'ai plus de 50 ans, je travaille dans le BTP, ça a été compliqué. Bon, voilà, ça, pour certains, ça faisait écho. Dans le cas du FEJ, donc, on a fait un séminaire national de restitution l'an dernier où l'UNML, l'Union nationale des missions locales, s'est engagée à signer une charte nationale qui engage l'ensemble du réseau. Et cette charte, aujourd'hui, est démultipliée, peut être signée par chaque mission locale qui le souhaite ou par chaque association régionale qui le souhaite, pour signifier aussi son engagement en matière de prévention et de lutte contre les discriminations. Notre façon de fonctionner, ça a été de pair à pair. Donc, je présente un collectif de travail, Olivier Noël, je disais, Frédéric Bertucci, Biram Sambé, qui ont parcouru voilà, toutes les missions locales dans ce cadre de ce projet et qui continuent aujourd'hui dans le cadre de l'UNML, puisque, comme je le disais, on a maintenant une action déléguée de l'Union nationale des missions locales et la thématique lutte contre les discriminations fait partie aussi du référentiel de labellisation aujourd'hui des missions locales. Donc c'est important aussi de le signaler puisque ça va aussi de fait engager l'ensemble des missions locales à s'interroger dans chacune des missions locales, qu'est-ce qu'ils font en matière de prévention et de lutte contre les discriminations. Voilà. C'est important, les missions locales, c'est là où on peut encore faire quelque chose pour les jeunes. Merci pour cette présentation qui était longue mais très claire. Et j'ai une question, mais alors j'espère une réponse un peu plus courte parce que je voudrais passer la parole à Sabri à côté de vous, Nathalie. Vous avez bien restitué ce qui a été pour vous l'importance du FEJ, mais la démarche d'évaluation, est-ce que pour vous, elle apporte quelque chose et quoi, si elle apporte quelque chose? Déjà, c'est qu'une partie de notre projet. C'est que le volet entreprise. Donc, notre projet porte sur une approche systémique qui vise à travailler simultanément la posture des missions locales, le travail avec les jeunes et avec les entreprises. Donc, c'est partie prenante de la réflexion de départ.
Sabri, on va y revenir. Hein. Je veux juste qu'on ait le temps de faire tourner aussi les micros. J'ai dans la juste salle. oublié rapidement de dire que ça a représenté 35 modules de formation, 4 ans, auprès des missions locales, donc une moyenne de 350 salariés, 25 modules en direction des entreprises. Si vous comptez à peu près 10 entreprises, on va dire 200 entreprises. Et au niveau des jeunes mobilisés, on est sur 1600 jeunes qui ont participé à un premier essaimage, sans compter ensuite que la mission locale est autonome, donc elle continue à animer ses ateliers. Et il faudrait du coup avoir un système d'information national qui nous permette de mesurer sur le volet lutte contre les discriminations, en fait, pouvoir le mesurer au niveau national pour qu'on puisse réellement avoir des chiffres là-dessus. Là, plus d'évaluation. Sabri Djelouli, responsable du pôle engagement. Léo Lagrange, Centre-Est. Vous avez mené une recherche-action sur les pratiques professionnelles des enseignants et enseignantes. On en parlait tout à l'heure. Justement, un mot sur ce projet et la manière dont vous l'avez mené. Ah, merci, rebonjour. Je vais quand même me permettre de représenter un peu la fédération Léo Lagrange. Ah oui. Oui. Rapidement, très rapidement. Donc, c'est un mouvement d'éducation populaire reconnu d'utilité publique qui œuvre dans le champ de l'éducation non formelle et sur essentiellement 3 champs, la petite enfance, l'animation et la formation professionnelle. Cette association existe depuis maintenant près de 70 ans, donc ça fait presque une éternité, quoi. Et sur tout le territoire national. Lorsqu'on voit le sujet, recherche action sur les pratiques des enseignants, ça peut paraître ambitieux. 2, ça peut paraître aussi compliqué et complexe quand on connaît aussi la maison éducation nationale. On n'y est pas allé quand même comme ça à l'aventure. On a ciblé un lycée avec qui on travaille, et on travaillait depuis 2015, un lycée basé, on parle beaucoup de Villeurbanne depuis ce matin, donc c'était à Villeurbanne. Voilà, donc milieu urbain, collé un peu sur des zones politiques de la ville. Le terrain de recherche était intéressant aussi pour nous. Depuis 2015, on forme les... Alors c'était plutôt notre collègue... Alors moi, je vais essayer de présenter le projet, je vais essayer d'être à l'aise avec ça, puisque j'ai participé sur le montage du dossier et sur le suivi du dossier. Et j'ai eu beaucoup d'échanges avec la collègue qui est partie aujourd'hui, qui n'est plus à la fédération Léo Lagrange. On formait en fait les délégués de classe sur ce lycée, et on mettait en place des situations de conseil de classe. Comment construire un argumentaire pour défendre des élèves qui étaient discriminés. Donc voilà, avec cette idée-là, il y a eu l'opportunité de monter une demande de dossier de l'INJEP et de faire une recherche-action. Et après réflexion, c'est dit, banco, on y va, mais on y va avec des précautions, faire gaffe. Donc déjà, bien évidemment, le terrain, on le connaît. L'approviseur est très, très investi sur ces sujets-là. C'est important. C'est très important d'avoir quand même si ce matin on a dit on est dans un contexte public, il n'y a qu'une relation fonctionnelle, mais quand même c'était important que Madame la proviseure soit convaincue et actrice du projet. Et on a pris des précautions, on a essayé de prendre des précautions parce qu'on parle on va regarder les pratiques professionnelles, et tout à chacun, on sait très bien comment ça se passe. C'est pas évident de regarder des pratiques, on n'est pas sociologue, donc on n'a pas aussi les habiletés, on va dire, pour pouvoir aller questionner, regarder les choses. Donc dans le projet, on s'est outillé d'une personne qui a une formation de sociologie, c'est important, c'est pour ça qu'on recherche action. Donc la première phase, on était sur cette partie-là, et la seconde phase, on connaît un peu mieux, puisque l'action, on le fait, on a des programmes d'éducation, de lutte contre les discriminations qu'on déploie depuis plus de 20 ans sur l'ensemble du territoire et dans tout type de milieu. On intervient en milieu, on travaille avec le ministère de la Justice, au
milieu ouvert, milieu fermé. On intervient à l'INSPE, on forme les enseignants dans des lycées, dans des collèges, voilà, avec tout type de public. Donc on connaît l'action, donc c'était moins problématique pour nous. Mais par contre, voilà, ce petit exercice recherche-action, c'était un peu un truc un peu nouveau qu'on a expérimenté, et on a été perturbé, comme vous le savez, voilà, par cette crise sanitaire. En plein dedans, ça nous a un peu perturbé dans la réalisation de cet exercice, même s'il y a des choses quand même qui en sont ressorties, hein, il y a eu des choses qui ont été faites. La deuxième chose, à mon sens, après voilà, avoir beaucoup échangé avec la collègue et les collègues qui ont été sur le projet, on a aussi été un peu freiné par, voilà, par aussi le corps enseignant. C'est pas évident de travailler sur ces sujets-là. On a souhaité regarder un petit peu et de voir un petit peu dans les conseils de classe comment ça se passait et comment, pareil, on en a parlé ce matin, comment dans l'orientation scolaire, il y a des choses qui se jouent, tous ces jeux un peu d'acteurs et de posture. Et en plus, on a ciblé une classe, les STMG, dans un lycée général, la classe, voilà, un peu, qui était un peu la classe qui peut poser problème ou qui pose problème dans le lycée. Voilà, je ne sais pas si je peux dire encore quelque chose d'autre là-dessus, mais en tout cas, voilà. Bah, c'est intéressant aussi d'avoir peut-être un écho sur la réception de ce projet recherche-action du côté des enseignants, du personnel éducatif. Alors on a eu, au départ, on a ciblé entre 25 et 15 enseignants. In fine, on a eu 15 enseignants qui ont été partie prenante du projet, donc ils ont suivi le projet, il n'y a pas de problème. On a même en parallèle eu, c'est en parallèle du projet, 30 élèves qui ont été aussi acteurs sur ce projet-là. Donc il y a une envie, hein, ça c'est sûr, il y a une envie de réfléchir, de travailler, et il y a une conscience au niveau du corps enseignant qu'il y a de la discrimination inconsciente qui existe, qui est présente, et notamment justement en prenant ce focus de cette première STMG et terminale STMG, on a vu qu'il y a pas mal retrouver hein, dans la recherche des retours d'enseignants qui se disent ah ouais, en fait dans ce que je fais ou dans ma pratique il y a des choses qui sont anormales, en tout cas à changer. Donc il y a une volonté vraiment du corps enseignant, mais après c'est le système de l'éducation nationale, on en parlait entre midi et deux, est quand même un peu dur. Sans critiquer l'éducation nationale, hein, j'y ai travaillé, il n'y a pas de souci de ce côté-là, mais c'est quand même un système qui a du mal à... Il y a moins de souplesse. Nous, on le voit dans l'éducation populaire, on a plus de souplesse, on a plus de marge de manœuvre. C'est peut-être le côté national, justement. François Catlino, vous avez évalué ce dispositif. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Et si vous avez des questions, manifestez-vous dès maintenant, comme ça on pourra vous passer le micro. Ouais, très rapidement, donc on a des résultats de l'évaluation qui portent plus sur la pertinence du projet que son efficacité, parce qu'il n'est pas allé tout à fait au bout, notamment sur le deuxième volet de l'expérimentation qui visait à construire, que les enseignants puissent construire des actions qui eux-mêmes leur permettent de déconstruire pour le coup leurs prénotions, etc. Néanmoins, ils ont pu participer à l'ensemble de la première phase qui était un peu la réflexivité sur leur pratique et la collecte de données. Donc il y a des choses qui ont été faites, qui sont très intéressantes, qui montrent surtout la pertinence de cette recherche-action, même si elle n'a pas pu aller au bout, en tout cas dans la manière dont ça répondait à des besoins et à des vraies attentes pour le coup des professionnels. Là-dessus, effectivement, si on prend l'éducation nationale comme un tout global, on peut se dire c'est compliqué de travailler sur ça, mais néanmoins à l'intérieur, il y avait des enseignants qui étaient intéressés, pour qui ça faisait écho, parce que dans leur pratique, ça les questionnait, parce que dans leur parcours personnel aussi parfois, des enseignants qui eux-mêmes n'étaient pas forcément victimes de discrimination, parce que par exemple, ils n'étaient pas racisés, mais c'était qu'un conjoint qui était racisé, etc. etc. Donc ça les intéressait, ça les questionnait, ils ont pu participer. Il y a une demande. Pour différentes raisons, ça n'a pas pu aller au bout, mais et on est aussi dans un contexte où effectivement il y avait une direction d'établissement qui était plutôt volontaire. Je ne sais pas si c'est le cas partout, ce serait intéressant de faire une enquête pour savoir s'il y a plus de lycées ou d'établissements scolaires qui sont intéressés par ça, mais parfois c'est possible, à un niveau micro, d'aborder ces questions-là et de les traiter. Même si effectivement c'est un projet ambitieux, c'est compliqué, faire parler les gens sur la manière dont eux-mêmes ils produisent des discriminations, c'est pas évident quoi. Mais on a de l'ambition.
Est-ce que vous avez des remarques, des questions, des choses à dire sur ce qu'on vient d'entendre? Ah ben voilà, il n'y a plus personne, non? Je sais pas, moi, je voulais quand même vous poser une petite question, Saïda Jalloub, parce que vous avez dit quelque chose quand même sur le mot discrimination, que vous n'utilisiez pas. Enfin, oui. Je veux bien que vous reveniez Écoutez, un peu là-dessus. Effectivement, ça a été un choix, en tout cas un parti pris, comme je le disais tout à l'heure, par rapport aux jeunes. Parce qu'on se disait que si on leur disait qu'on les intégrait à un dispositif fait Fonds d'expérimentation pour la jeunesse parce qu'ils sont discriminés alors qu'ils ne l'ont pas évoqué eux-mêmes, moi j'avais aussi le sentiment finalement de les victimiser moi-même et de dire oui, et puis d'aller dans leur sens en leur disant oui, effectivement, t'es discriminé, je te comprends. Et là, je pense que j'appuyais en fait sur le fait de victimisation. Et moi, je voulais plutôt, ou alors être plutôt dans une victimisation positive. C'est pour ça qu'on avait fait ce parti pris. D'accord. Est-ce que vous voulez réagir Sophie Hébert-Meyer, je me disais oui, peut-être. Alors, je ferai passer ce micro. En fait, on ne sait pas si celui-là, il marche. Donc, bon, bref, allez-y. Parce que ça peut être intéressant de vous faire discuter sur ce sujet. Oui, la question de la victimisation, c'est vraiment c'est le retournement du problème sur le public, quoi. C'est vraiment ce qui fait obstacle au fait que les jeunes puissent parler des discriminations, c'est ce soupçon perpétuel qu'ils vont se victimiser. Quand le cadre est construit pour permettre la parole, ils parlent des discriminations parce que c'est leur vécu, parce qu'ils ne trouvent pas ça normal. Et à cet égard, je voudrais aussi préciser, dans les enquêtes qu'on a conduites, notamment l'enquête de Pacte à Grenoble, du laboratoire Pacte, elle montre que les jeunes sont extrêmement sensibles à la question du droit et à ce qui est autorisé et qui ne l'est pas. Et comme dans les rapports à la police, les choses sont plus visibles que dans l'embauche ou le logement, etc., ils sont très sensibles à ce que les policiers ont le droit de faire, n'ont pas le droit de faire. Et c'est ça qui fait que la référence au droit, elle demeure très, très importante, mais elle bâtit aussi, ils ont très conscience justement qu'ils ont des mots très forts pour dire que c'est impardonnable, c'est inadmissible, c'est toute la frustration que ça engendre, la colère, et aussi donc c'est pour soi, la banalisation elle est là aussi, c'est de dire ça sert à quoi on va aller porter plainte à la police alors que la police nous traite de cette manière. Donc porter plainte ou agir contre les discriminations, à la base comme ça, ça détruit vraiment la possibilité qu'ils puissent agir contre les discriminations. Le fait qu'ils vivent aussi bien à l'école, parce que dans l'enquête, pareil, il est montré qu'il y a des discriminations qui sont vraiment opérées dans l'orientation, aussi par des enseignants, et également par des choses très visibles comme des propos racistes et des choses comme ça, ou de la dévalorisation, etc. Et donc, ça construit en fait l'impossibilité pour eux de recourir au droit. Parce que on va les suspecter constamment de se victimiser sur le sujet, alors que si on crée le cadre, ils parlent du sujet et on leur permet d'accéder à leurs droits. Avec un cadre, Saïda Jalloub, puisque voilà, vous je sais pas, peut-être que les jeunes vous racontent des choses différentes, peut-être que vous avez une expérience différente vous-même. J'ai une question, je vais vous la poser tout simplement. Est-ce que vous-même, est-ce que j'ai été discriminée? Est-ce que vous vous êtes sentie victime de discrimination ou potentiellement Alors, franchement, si on doit poser la question, non, mais vous faites bien de me la poser parce que quand je me suis dit que je vais venir justement sur ces rencontres-là, et puis je me suis dit, est-ce que finalement, il serait peut-être pas opportun de parler peut-être de mon vécu. Alors dans le train, parce que j'ai fait 3 heures de train quand même, j'ai essayé de réfléchir, à me dire, alors attends, est-ce que j'ai été discriminée étant jeune, et puis franchement, alors je ne sais pas si je dois dire j'ai eu la chance de ne pas l'avoir été, parce que franchement j'ai presque envie de l'être, parce que finalement c'est vraiment une expérience de terrain que j'aurais aimé vous raconter, mais non, votre question, malheureusement, non. Alors je ne sais pas si tant mieux, je ne sais pas quoi vous répondre, mais je ne vais pas... Comment ?
Tant mieux, ouais. Donc voilà, je sais pas, est-ce que voilà. Non, en fait, ça veut pas dire. Je pense que, alors, pour mettre un peu les choses au clair, je pense que le fait de se sentir ou pas discriminé ne dit pas la vérité de tout ce qu'on a pu vivre, si on l'a été ou pas. En revanche, c'est vrai que c'est quand même assez intéressant, je pense, toujours, d'entendre le point de vue des gens concernés. Et il est hyper divers. Et je peux me permettre d'en parler parce que je me sens également concernée. Et je pense que le fait aussi de dire à un moment qu'on s'est senti discriminé, c'est quelque chose de très dur. Parce que se sentir... Enfin, d'abord, le racisme, c'est quelque chose de très dur. La discrimination, c'est quelque chose de très dur. Et quand on la vit, on n'en est pas toujours... J'espère que vous ne l'avez pas vécu, mais on n'en est ni forcément conscient, ni forcément positionné dans un statut de victime. Ça peut être des choses hyper subtiles. Moi, il y a des choses dont j'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte. Je vous rejoins complètement, puisque quand je reçois les candidats, j'essaie justement d'avoir un échange avec eux, de les mettre en confiance pour essayer de comprendre. Je leur explique un petit peu aussi mon parcours, pour essayer de leur dire, bah, voilà, si entre guillemets vous avez été discriminé, voilà, on en parle, il n'y a aucun souci. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas évoqué par les jeunes, parce que je pense qu'ils ont peut-être aussi un sentiment de honte, hein, je peux dire ça comme ça, je ne sais pas. On voit qu'il y a quelque chose à travailler. Il y a quelque chose mais j'aimerais entendre Sabri qui demandait la parole avant vous. J'ai bien aimé vous faire aller au bout de votre pensée, réflexion. Enfin, sûrement pas au bout d'ailleurs, mais pour le moment. Non, je profite, je suis là, je suis assis. Moi, j'ai été discriminé, c'est clair, on a été précis plusieurs fois, voilà. Même aujourd'hui, hein, y a pas de, voilà, c'est clair, mais là-dessus, le problème, il est pas là. Le problème, il est, et moi, je pense aux parents qui transmettent en fait. Cette transmission j'ai vécu de la discrimination et je le transmets à mon enfant. Il y a aussi, je pense, un travail à faire et d'être vigilant à ce que, parce que les parents, dans ce qu'ils ont vécu, ils vont le transmettre à leurs enfants et avant même qu'ils soient discriminés, ils ont des postures et des attitudes qui sont sur ils vont mettre on va dire des protections. Donc il y a cette vigilance-là. Moi, j'ai toujours eu cette vigilance-là. J'arrive à le dire. Vigilance. Des fois, ça arrive. Vigilance. Voilà. Merci. Et donc, il faut en avoir. Voilà, après, c'est pas tout le monde qui a cette capacité à pouvoir, voilà, le conscientiser, le travailler, le mettre après en place dans la manière dont on va après apporter des choses et même auprès des publics. Mais il y a aussi un sentiment. On a beaucoup parlé de violence, mais il y a aussi un sentiment d'humiliation. On l'a pas entendu depuis ce matin, mais ce terme, il est important parce que l'humiliation, elle est dans la discrimination et elle est aussi difficile à apprendre. C'est comme dans une famille, on est dans une famille, on est ensemble, on est tous la même famille, et dans une famille, on va humilier plus un enfant que l'autre. Et là, moi je prends cet exemple-là pour le mettre au niveau de notre société de manière un peu plus générale, et au niveau de l'éducation, au niveau de l'éducation, c'est ce sentiment d'humiliation, ce mot aussi, j'arrive pas à le dire, ce sentiment d'humiliation, en fait, il est aussi présent et existant chez les personnes discriminées. Nathalie Robert. Oui, merci. Moi, ce que je voulais rajouter aussi, c'est qu'animer des ateliers participatifs de lutte contre les discriminations avec les jeunes pour qu'ils puissent réellement s'exprimer, c'est une vraie compétence. Je ne dis pas que vous ne l'avez pas, mais libérer la parole, faire en sorte de donner des vraies conditions pour libérer cette parole et développer ensuite, on en a parlé ce matin plusieurs fois, le pouvoir d'agir. C'est un vrai travail, c'est un processus, c'est long, c'est pas tu avais été victime de discrimination, oui, non, et puis on passe au sujet d'après. Des fois, c'est sur plusieurs ateliers, des fois, bon, certains ont connu les méthodes Bonardiser sans exclure, il y a eu différentes choses là-dessus, mais c'est vraiment du temps, c'est un processus long, et ce temps-là, il faut vraiment des professionnels formés, sensibilisés. J'ai en tête Haute-Garonne, depuis eux, ils sont plutôt partis sur des films avec les jeunes, d'autres ont fait des expos photos. C'est en fait comment on fait pour que ensuite les jeunes qui ont participé à ces ateliers puissent se saisir de cette question.
Mais j'ai fait un jour le bilan d'une action de formation pour des professionnels. Ils m'ont dit non, mais nous, il n'y a pas de problème dans notre mission locale. Toi, tu as développé à La Ciotat parce qu'il y a de la discrimination. Ce n'est pas parce que ça ne se voit pas qu'il n'y en a pas. Et inversement, plus les jeunes vont pouvoir en parler simplement, plus ils vont pouvoir dépasser ça et être plus forts aussi, parce qu'il y a des jeunes qui aujourd'hui ne viennent plus dans les missions locales parce qu'ils n'y croient plus, parce qu'ils ont des vécus aussi qui font qu'ils se disent que l'entreprise, ce n'est pas pour eux. Donc ces jeunes-là, on dit le aller vers, développer le pouvoir d'agir. Toute petite question, parce que les discriminations, c'est la grossophobie, ça peut être plein de choses, l'orientation sexuelle. C'est vrai, voilà, je ne l'ai pas précisé, on part sur l'ensemble des critères. Okay. On part sur l'ensemble des critères, mais c'est vrai qu'en mission locale, majoritairement, et notamment pour ceux qui aussi interviennent dans la politique de la ville, on a aussi les questions liées à l'origine, les questions liées au quartier qui reviennent quand même régulièrement. Ce sont les deux critères que justement la mission locale de Chambéry a retenus, hein, les noms à consonance étrangère supposée ou réelle, ou les jeunes résidents en QPV. Voilà, donc voilà. Mais... Je crois que, oui, alors une dernière intervention avant qu'on écoute Saïd Amouche, parce que j'essaye de tenir le temps. J'aimerais faire un micro-complément à partir de mon expérience de testeur de discrimination. C'est en fait sur le marché du travail aujourd'hui en France, je pense que l'agissement discriminatoire le plus répandu de la part des employeurs, c'est tout simplement la non-réponse. Je suis employeur, je reçois des candidatures et je ne vais pas me fatiguer à répondre négativement à des candidats potentiellement que je vais discriminer. Je ne vais tout simplement pas leur répondre. Et donc ça place effectivement les candidats, les personnes, dans une très mauvaise posture pour être témoins et donc ils ont objectivé le fait qu'ils ont été victimes. Et donc il y a des discriminations qui sont visibles, mais il y a une large partie, je pense l'immense partie des discriminations restent invisibles, et c'est ce qui complique aussi toute la tâche de ceux qui veulent agir pour prévenir le phénomène. Oui, on a le temps parce que Saïd Amouche est en retard. Donc franchement, on vient de me le dire à l'oreille. Merci Roxane. Donc allez-y. Il faut avoir aussi conscience de toutes les rétorsions qui peuvent exister par rapport aux personnes qui vont exprimer des discriminations et aux empêchements qui existent, et notamment sur certaines discriminations qui sont quand même, pas besoin de faire une analyse très approfondie de ce qui se passe au niveau médiatique pour savoir qu'il y a quand même des discriminations qui sont largement empêchées en termes de mise au jour, de reconnaissance de ces problèmes. Moi j'ai assisté une fois à une sensibilisation, je rejoins à ce qui a été dit ce matin sur le besoin de cadre. Il y a, la parole va pouvoir se dire et on va pouvoir partir de ça et agir que si le cadre existe. C'est-à-dire que dans une mission locale qui travaille le sujet, le cadre il est là. Dans une régie de quartier qui travaille le sujet, le cadre il est là. Dans une métropole où il y a quand même 4 villes qui travaillent le sujet, qui ont des plans de lutte, la métro qui en a un depuis 15 ans, il y a un cadre. Voilà, il y a une possibilité d'agir. Mais si le cadre n'y est pas, c'est effectivement les personnes qu'on peut mettre en danger. Et moi, j'ai assisté à une sensibilisation, donc il faut vraiment se méfier. Je suis d'accord sur toutes les sensibilisations qu'on peut faire sur le sujet tout azimut et qui vont aussi nous permettre de dire non, en fait, les jeunes n'en parlent pas. Mais non, si le cadre n'y est pas, ils ne sont pas fous, ils ne vont pas en parler. Et heureusement pour eux, parce qu'ils peuvent subir de la rétorsion. Donc moi, j'ai assisté à une séance de sensibilisation déjà dans une classe. Là où des jeunes commençaient à exprimer des discriminations, des exemples, il y avait le prof à côté qui niait ce qu'ils étaient en train de dire. Comment voulez-vous que la parole, elle puisse s'exprimer et après, est-ce qu'il a été mal noté? J'en sais rien, moi, par ce prof, parce qu'il n'avait pas l'air du tout content que le jeune exprime ça. Donc, il faut que le cadre soit clair, il permette cette action et cette parole, et sans ça... il faut avoir conscience aussi que si on n'instaure pas ce cadre, on peut produire l'effet inverse, c'est-à-dire permettre de dire, ils n'en parlent pas, ils ne le disent pas, et ça, c'est vraiment extrêmement dangereux pour la reconnaissance de ce problème.
Oui, ça brille. Pardon, merci. Vous pouvez toujours vous manifester pour des questions, relances ou remarques. Pour alimenter aussi ce qui vient d'être dit, nous qui intervenons souvent sur ces sujets-là, on a aussi un processus. On n'intervient pas comme ça de but en blanc sur des sujets beaucoup plus sensibles. On fait attention aussi dans les lieux dans lesquels on est. Donc on va traiter tous les sujets. Hein. Il n'y a pas de problème sur le traitement du sujet de la discrimination dans son ensemble. Mais par contre, on met en place une stratégie de mise en œuvre de notre programme. Et on essaie toujours d'avoir un constat, c'est-à-dire de savoir dans quel cadre on va naviguer, quels sont les publics qu'on va avoir en face de nous, etc., pour pouvoir avoir derrière, mettre une progression et évaluer, et essayer d'évaluer à notre niveau, hein, évaluer les actions qu'on mène. Parce que on le voit, il y a des sujets aujourd'hui qui vont vite mettre le feu aux poudres, parce qu'il n'y a pas eu ce cadre sécurisant, parce qu'il n'y a pas eu cette stratégie de mise en place, parce que on peut parler de tous les sujets, ça, nous on en témoigne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on intervient vraiment auprès de tout type de public, au milieu rural, urbain, périurbain, politique de la... On a toujours traité tous les sujets, mais voilà, avec le souci de le travailler en amont. Alors, oui. Merci beaucoup. Je vais peut-être juste me situer. Donc, Myriam Matari, je suis avocate et formatrice et donc je suis intervenue dans 2 projets, celui de la ville de Villeurbanne qui a été présenté par Marie-Christine Serrato de Benedetti et celui qui est présenté par Sophie Ebermeyer au niveau de la métropole. Et je connais bien aussi le projet des missions locales et j'ai eu la chance d'assister au séminaire national qui était vraiment très intéressant pour travailler aussi avec Olivier Noël par ailleurs. Je trouve que vraiment la richesse de ces projets et de ces restitutions, c'est justement cette question de nommer, cette question d'ouvrir la voie, on dit aujourd'hui, et cette question surtout des cadres. Et je pense que ce qu'on voit, bien sûr, je souscris à ce qui a été dit sur la question de la formation. Moi-même, j'ai démarré avec très peu de bagages en termes de formation et plein de bonnes intentions. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, je me suis dit, quand même, la mobilisation du droit, il faudrait que je parle avec des plus jeunes. J'ai été animatrice socio-éducative par ailleurs avant d'être avocate. Je sais faire, je vais le faire. Et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'à un moment, il y avait vraiment une systémie, une structure à mettre en œuvre en termes de réseau, c'est-à-dire d'abord avoir souvent des acteurs et des actrices de terrain. On a parlé de Jouda Bardi de la régie de quartier de Grenoble. Il y a aussi Fauzi qui est présent avec Ismaël de Saint-Martin-d'Air. Il y a d'abord des gens de terrain qui ont la confiance des jeunes, et dans des cadres différents, c'est-à-dire dans des cadres non institutionnels, dans des cadres institutionnels. Donc ça, c'est déjà un lien très fort qui va nous légitimer en tant que professionnels et qui va nous donner un cadre sécurisant pour les jeunes. Ensuite, effectivement, ces professionnels qui sont en réseau sur des territoires, donc l'importance du réseau, vont avoir, grâce à ces politiques publiques, des avocats, des sociologues, des académiques, des personnes pairs qui ont déjà vécu cette expérience, mais l'expérience ne suffit pas. Il faut pouvoir l'analyser, il faut pouvoir en faire quelque chose, il faut pouvoir la politiser. Et donc, on va intervenir au moment où ces acteurs de terrain vont nous le demander, c'est-à-dire au moment où c'est opportun, au moment où c'est inscrit dans une stratégie plus globale et pas du one-shot, d'ouvrir la voie pour quoi faire. Et puis surtout, nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui d'un point de vue éthique, Marie-Christine Serrato Benedetti l'a dit, c'est l'après. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se met aussi en réseau avec, une fois que des situations sortent, on se parle quand même de situations qui sont... Alors, quand on est dans la prévention, on peut être dans la sensibilité, dans la sensibilisation, mais quand on est dans la lutte, on se parle de délit pénal. C'est-à-dire qu'on est en train de se parler d'atteinte à la dignité des personnes. Donc, une fois que quelqu'un a sorti ça, c'est pas juste du pédagogique à un moment. Ça doit pouvoir passer ailleurs si la personne le souhaite, si la famille le souhaite. Et c'est pour ça que c'est mis en réseau avec des consultations juridiques, des permanences. Et l'individualisation ne va pas suffire parce que ça ne va pas changer les pratiques et la systémie. C'est remis dans un réseau de professionnels qui vont travailler les pratiques, c'est remis dans des réseaux d'entreprises qui vont accepter d'avoir quelque chose de réflexif parce qu'on a tous des pratiques discriminatoires et que si tous, quand on est en situation de pouvoir, comme un avocat, comme pas tous, il faut avoir une situation de pouvoir et il faut interroger les critères de nos pratiques. Donc je crois que ce qui a montré dans les projets FESH, qui nous a été des enseignements pour nous aussi, c'est vraiment tout ce système
l'ouverture de la parole nommée est essentielle, mais pas suffisant, et doit intervenir au bon moment et encadrée par un certain nombre de ressources, de professionnels qui vont se mettre à ce service. Alors, intervenir au bon moment avec des professionnels bien formés, ça coûte de l'argent parce que les formations, il faut bien les assurer sur un temps donné. Il faut que d'autres professionnels soient payés pour assurer ces formations. Est-ce que cet argent, aujourd'hui, je vais vous poser la question à vous, je peux la poser à tous les intervenants, est-ce qu'aujourd'hui ces moyens sont disponibles? Parce que les moyens dans les associations, on en manque. Les moyens dans l'éducation nationale, bon, il n'y a pas de représentant du ministère, mais les profs, en tout cas, ont l'air de dire qu'on en manque. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas assurées, comme l'éducation sexuelle, pour le coup. C'est pas assuré. Donc, comment on va faire tout ça alors qu'on court toujours après les moyens humains, le temps et l'argent? Alors, je vais pas savoir répondre, mais d'un point de vue très situé, en tous les cas, d'un point de vue très situé, ce qui a été dit aujourd'hui sur l'enjeu, notamment sur les discriminations ethno-raciales, d'avoir un vrai plan national, pas des mesures, pas des annonces, pas des mesurettes, un vrai plan national, ça mobilise des moyens. C'est-à-dire que quand on reconnaît qu'il y a un problème politique, qui a un enjeu de cohésion sociale, qui a un enjeu de violence sur un certain nombre de citoyens, qui a un enjeu de vraie fracture de notre société, et bien effectivement, il y a des choix politiques. Après, juste, et j'en terminerai parce qu'il y en a d'autres qui sauront mieux le dire, la mise en réseau nous permet de mutualiser nos forces aussi. C'est-à-dire qu'on est un certain nombre de professionnels très engagés sur ces questions. D'abord, soit pour des raisons, vous l'avez dit tout à l'heure, de concernement personnel à des moments, parce qu'on a des trajectoires qui ont fait que les discriminations sont un sujet dans nos propres expériences, dans nos familles, dans des choses, et aussi parce qu'on a un enjeu de justice sociale, c'est-à-dire qu'on croit en cette justice et on croit qu'à un moment, que des jeunes ne croient plus au droit. Et là, ce qui était intéressant dans le projet, c'est que l'enquête a démontré l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ne croient pas en la justice, ils ne croient pas aux juges, mais ils croient dans la valeur du droit, ce qui est quand même pas rien. Et nous, ça a été moi en tous les cas, ça a été un vrai enseignement des projets FEJ. Donc il y a aussi des stratégies en attendant les moyens, c'est-à-dire mutualiser des réseaux, travailler entre professionnels ensemble, modéliser nos actions et, comme disait Nathalie aussi, dans des bonnes conditions, le transférer aux professionnels qui sont eux-mêmes sur le terrain, et pour que ça devienne une vraie compétence. Et si c'est une compétence, vous êtes déjà payé en tant que salarié, c'est juste qu'il ne faut pas croire que la question des discriminations n'est pas votre travail. Parce que du coup, ça suppose d'externaliser des moyens supplémentaires, alors que, comme le dit Nathalie Robert, si on a vraiment une mise en œuvre d'une internalisation au bon sens du terme, et ben, du coup, dans les moyens mis en œuvre, on l'affecte à la lutte contre les discriminations, toutes les formes de discrimination et la discrimination ethno-raciale par ailleurs. Ça ferait presque partie du travail des enseignants, d'une certaine manière. Ce qui nécessiterait de parler aujourd'hui de leur formation, puisque l'école aussi, c'est l'endroit où tout le monde va. Oui, sur la question financière, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. C'est-à-dire que l'État doit se saisir de ce sujet parce que on le voit, nous, il y a des iniquités au niveau des territoires, parce que c'est politique aussi, il faut se le dire, c'est une question politique aussi. Et il y a des régions, des départements, des communes, des communautés de communes aussi qui se désengagent de ces sujets-là et qui donc ne financent plus certaines associations locales. Et on se retrouve aujourd'hui en difficulté sur certains territoires. Il ne devrait pas y avoir des zones blanches sur ces sujets parce que c'est du non-respect de la loi pour lorsqu'on évoque des problématiques au niveau des discriminations. Il y a des territoires où en effet les collectifs, lorsqu'ils sont montés, nous on le voit à Bourgogne-Franche-Comté, il y a des collectifs qui sont montés et on organise collectivement l'ensemble des opérations qui sont menées sur l'ensemble des territoires. Donc oui, l'État, c'est primordial, et après derrière des collectifs aussi, dès qu'on se rassemble, on est beaucoup plus fort, et en plus on fait assemblier, ça veut dire on a chacun et chacune des expertises sur le sujet et des compétences, et je trouve que c'est pas mal quand on s'assemble comme ça. On est meilleur. Le fait d'être financé par un bout l'État, un bout les collectivités locales, d'autres financements, d'abord c'est compliqué. Dans le secteur de la culture, on connaît bien cette problématique, parce que la recherche, c'est aussi de la recherche de financement. Et finalement, ça rend aussi les projets... là, c'était mon téléphone. Les projets assez précaires. Sur l'argent. Merci François.
Oui, sur les financements, en fait, j'ai parlé de l'étude de pacte dans notre projet, mais il y a aussi Thomas Kirsbaum qui a fait l'analyse de nos 4 réseaux. Et je trouve que c'est vraiment un apport, et je n'ai pas eu l'occasion de le faire, mais je voudrais vraiment remercier le FEJ de cet appel à projet, parce que ça a permis de nous regarder là, les 4 réseaux assez différents finalement, et d'évoluer quand même on a beaucoup échangé quand même, et malgré le Covid, et de nous consolider, je pense. Et donc cette modélisation, elle a montré, entre autres, qu'aucun des plans n'était financé par l'État. C'est quand même, c'est les collectivités locales là qui ont mis les moyens. Je pense qu'effectivement chaque institution doit mettre les moyens pour faire de la formation en premier. On l'a dit, c'est vraiment fondamental. Mais c'est également aussi, ça devient compliqué quand même de bâtir un plan de lutte contre les discriminations là où parfois les collectivités peuvent avoir aussi tendance et envie de se replier sur leurs compétences de base. Et ça peut être un peu inquiétant pour le financement de la lutte contre les discriminations au niveau des collectivités. Donc voilà, il faut faire aussi, l'appel aussi à l'État, il est là pour ça, parce que c'est quand même très compliqué à l'heure actuelle. Madame, est-ce qu'il y a une autre intervention? Oui. Bonjour, je suis Élise Aubin, étudiante à l'INSPE de Paris. Et comme on parle de financement national et de formation des enseignants au niveau global, juste un petit témoignage. On a eu beaucoup d'heures d'enseignement autour de la laïcité, suite aussi au mouvement MeToo et féministe des dernières années. On a eu beaucoup d'enseignements sur l'égalité filles-garçons, et c'est heureux, notamment sur l'orientation, etc. Par contre, sur les discriminations liées aux origines réelles ou supposées, j'ai vaguement lu un article de Fabrice Dume dans un cours optionnel. Et malgré un plan national annoncé par Madame Borne en février cette année, je ne suis pas sûre qu'on puisse attendre beaucoup plus de ce gouvernement-là. Et peut-être de ceux à venir, mais voilà. C'était juste un petit témoignage sur la formation relative à ces discriminations-là des enseignants à l'INSPE de Paris, mais j'imagine ailleurs. En fait, il y a une chose qui est soulignée depuis longtemps par une association comme ATD Quart-Monde qui a publié des ouvrages sur la question, c'est l'absence de formation et même de formation pédagogique à accueillir des élèves de milieux populaires ou d'élèves très pauvres. Alors, ça ne croise pas forcément les questions raciales. Hein. Il y a une académie comme la Picardie où ça concerne des élèves qui n'ont pas spécialement d'origine extraterritoriale depuis plusieurs générations. Mais voilà, c'est aussi un enjeu pour l'éducation nationale dans la formation des enseignants. Enfin, c'est souligné par des acteurs associatifs que d'inclure cela dans la formation des enseignants, où en fait l'élève imaginaire possède un certain nombre de caractéristiques qui lui font plus ressembler à l'enfant potentiel de l'enseignant que aux enfants qu'on peut rencontrer, qui par ailleurs ont des profils extrêmement divers. Je ne sais pas s'il y a d'autres... Ah ben voilà, très bien, d'autres questions. On ne va plus vouloir faire les moments qui suivent. C'était là-bas, derrière. Ah ben, vous et puis vous, comme vous voulez. Allez-y. Oui, merci. Karine Sage, évaluatrice au sein de Cordon Conseil. Bon, du coup, une question d'évaluatrice. Et pour remettre le projecteur sur les auteurs, qu'est-ce qu'a donné, que dit l'évaluation de la capacité des dispositifs en mission locale à changer les pratiques des professionnels et des entreprises? Avec quelles limites? Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Qu'a donné le testing? Et puis peut-être de manière plus qualitative sur les professionnels des missions locales, ce que vous avez pu observer. Je pense que c'est pour vous. Le testing, donc on en a parlé pour organiser cette table ronde, et la consigne qui m'avait été donnée, c'est de ne pas donner de résultats du testing. Donc j'en suis désolé, donc je ne donnerai pas les résultats parce que... Mais ce que je peux vous dire, c'est que dans les tests qui ont été faits en amont, donc on a comparé
les entreprises qui étaient concernées par la formation à la fois à Chambéry et en PACA, on a trouvé effectivement des situations de discrimination pour les entreprises qui allaient faire l'objet d'une formation qui était comparable à celle d'entreprises de même taille et de même secteur d'activité qu'on a pris comme témoins. Et donc, en comparaison à l'entrée, si on peut dire, on justifie effectivement l'intérêt qu'il y a à développer des formations, à mettre en place ces formations pour les entreprises qui sont effectivement testées. Après, en même temps, on n'a pas complètement terminé la collecte des données. Hein, c'est aussi, donc j'aurais pu donner un premier regard, mais ça aurait été injuste parce qu'on n'a pas complètement effectué l'ensemble des traitements statistiques, etc. Mais par ailleurs, moi je pense qu'il n'y a pas suffisamment de travaux qui vraiment essayent de donner un contenu objectif à l'efficacité de ce type de mesures. Et je ne dis pas que c'est tout ce qu'il faut faire en matière d'évaluation, certainement pas. Je pense qu'on a besoin de différents types d'évaluation et on a besoin aussi, surtout dans le domaine de la lutte contre les discriminations, on a besoin, disons, de preuves un peu tangibles que les comportements changent à l'issue d'une formation de ce type-là, en fait. Et donc, les formations recrutées sans discriminer, qui se diffusent et qui ont un caractère obligatoire pour certaines, hein, eh bien, on n'a pas de preuve de leur efficacité tangible. De même que les labels égalité, diversité, le label Alliance géré par l'AFNOR, on n'a pas de preuve un peu tangible de la capacité des labels à changer les comportements dans les entreprises. Et donc, de façon plus générale, les politiques publiques déployées, les faibles, les rares politiques publiques déployées dans le champ de la lutte contre la discrimination ne font pas l'objet d'une évaluation suffisante aujourd'hui. Et pourtant, c'est bien le sujet de cette journée que de voir comment l'évaluation peut nous faire avancer. Oui, bonjour, Najim Kenich. Donc moi, je suis chef d'établissement à Villeurbanne. Je travaillais sur le projet Discrio. Je voulais juste un petit peu apporter un petit complément sur ce qui a été dit au sujet de la formation. Moi, je rappellerai simplement qu'une formation, si qualitative soit-elle en formation initiale, elle ne peut pas emmener un enseignant jusqu'en fin de carrière. Ça nécessite d'être réactivé, donc c'est important de l'évoquer, mais je pense que ce n'est pas suffisant. Deuxième point, et là, je me ferai tirer dessus à boulet rouge, mais je l'assume totalement. Là, moi, j'ai entendu aujourd'hui quand même qu'on a évoqué l'éducation à la sexualité, l'éducation à la lutte contre les discriminations, la découverte des métiers, le développement de certaines compétences psychosociales, toujours en disant que c'était des missions dévolues aux enseignants et qui n'étaient pas traitées ou pas assez bien, etc. Je l'entends. Moi, je dirais juste, il est difficile quand même pour un collectif d'enseignants, même motivés, de se saisir de toutes ces problématiques en même temps et d'y répondre dans un établissement scolaire, dans le temps contraint, dans le calendrier qui est celui d'une année scolaire, avec les emplois du temps hebdomadaires qui sont ce qu'ils sont. Donc voilà, je voulais juste dire ça. Les séances d'éducation sexuelle, elles ne sont pas forcément assurées par les enseignants, mais par des associations comme le planning familial, par exemple. Les bureaux information jeunesse, elles interviennent. Donc le tout, c'est d'avoir un établissement qui trouve le temps d'organiser leur accueil. Et ça, mais je ne dis pas que c'est le cas dans votre établissement, mais c'est pas fait partout. Et après, ce qu'on disait en fait sur la question des discriminations, c'est qu'il y a parfois l'idée que c'est une question transversale. Et en fait, il y en a beaucoup des questions transversales qu'on a tous intégrées. Peut-être davantage sur l'égalité filles-garçons, encore que les droits de l'homme, c'est des choses qui peuvent apparaître en cours et auxquelles on va faire référence, même dans des cours, je sais pas, de français, on va parler d'un texte, si ça se situe au XVIIIe siècle, l'époque des Lumières, et hop, on va dire des choses. Donc oui, il y a plein d'éléments qui sont à avoir en tête, et je pense qu'en fonction de l'époque, on a et du contexte global d'une société, de la grande conversation qu'on a tous ensemble aujourd'hui sur les discriminations au-delà de cette salle, elle peut pénétrer évidemment les salles de classe. Pas en tant que discipline, évidemment. Si on prend l'acception que vous faites là de ce travail transversal, j'ai envie de vous dire qu'il est mené quand même dans une large part, si on va par là. C'est-à-dire qu'effectivement, on travaillait sur le procès de Champmathieu en lettres, dans Les Misérables avec le prof de français, on travaille sur les discriminations aussi.
auquel cas on travaille effectivement sur les discriminations dans les établissements. Mais je ne suis pas sûr que ce soit une acceptation aussi transversale ou aussi large qui soit faite de ce travail, par exemple, pour prendre cet exemple-là. C'est tout l'enjeu des éducations art, mais c'est un grand débat qu'on ne peut pas forcément ouvrir tout de suite. Non, je voulais juste dire que sur la formation, effectivement, une formation ponctuelle comme ça, on peut se dire bon c'est beaucoup, enfin c'est peut-être qu'un coup d'épée dans l'eau, enfin ça n'a pas forcément des effets. Et l'idée des réseaux qu'on mène, c'est de la formation action en fait, c'est-à-dire que régulièrement on se retrouve, on expérimente parce que il y a les remontées de signalements de discrimination, donc on discute, on échange, on se qualifie en fait, on fait appel de temps à autre à des formateurs pour nous appuyer, nous éclairer sur certains points, etc. Mais c'est vraiment un processus de formation-action sur le long terme, l'existence de ces réseaux, et je pense que ça peut exister à l'échelle d'une institution en fait. À un moment donné, il faut que cette question elle existe. Dans les réunions d'équipe, mais toujours avec ce souci que le cadre y soit bien, parce que sinon on va faire la démonstration que c'est un faux problème, alors qu'il faut vraiment réfléchir à la façon dont on amène la question avec tout son contexte sociopolitique. Donc, avec une formation, bien sûr, allez. Je voulais intervenir puisqu'il y avait une deuxième partie de la question sur la formation dans les missions locales. Déjà, par rapport à la question des financements, nous, c'est notre OPCO Uniformation qui a, dans le cadre du FEJ, cofinancé la totalité des modules. Donc déjà, les OPCO, dans nos propres programmes de formation et de plans de développement de compétences, on peut inscrire durablement des actions pour les professionnels de prévention et de lutte contre les discriminations. Après, c'est vrai que tout à l'heure, j'insistais aussi sur l'implication des directions. Dans les 35 modules, lorsqu'on fait les évaluations à chaud avec les salariés des missions locales, ils disent oui, mais d'accord, vous nous formez nous, mais nos directions, est-ce que vous les formez aussi? Donc il y a un véritable enjeu aussi de ne pas former uniquement les équipes, mais former les directions. Et après, donc nous, on avait ces formations via l'OPCO, et ensuite tout un travail de recherche-action, d'aller de va-et-vient entre effectivement le monde de la recherche, les actions, les expérimentations et ces lieux d'échange de pratiques, notamment entre les référents lutte contre les discriminations qui animent des ateliers. Ils sont primordiaux puisque ça permet aussi de retravailler des situations et de continuer à avancer et surtout de créer, là pour nous, un réseau mission locale, nationale. Mais voilà, les OPCO financent, encore faut-il que cette thématique, elle soit importante dans le plan de développement de compétences. Donc on revient sur le sujet du départ, de bien nommer pour faire en sorte que ces questions-là puissent être réellement traitées dans les entreprises, qu'elles soient associatives, du secteur marchand, non marchand. Il faut nommer pour inscrire durablement des actions. Et intégrer la question en tant que telle, ce sera la conclusion de cette discussion un peu rallongée, mais du coup c'est aussi très intéressant d'avoir un peu plus de temps ensemble. Merci à tous les 6. On va passer à la table ronde institutionnelle. Merci beaucoup. Merci.